Amis citoyens du monde, bonjour. Pour cette 7e émission des commentaires de Marion, nous nous retrouvons dans le cadre idyllique du magnifique parc du Château du Pin à Morancé. Il fait beau, les oiseaux chantent, la nature est magnifique. La nature, vous en conviendrez, ça fait du bien. Pourtant, nous ne sommes pas toujours tendres avec elle. Pour preuve, le rapport alarmant de la WWF sur la chute de la biodiversité dans le monde. Près de 70% des espèces ont disparu en moins de 50 ans. À croire que l'homme s'est fâché avec son environnement. Mais si la voie d'une réconciliation était possible? C'est ce que nous allons découvrir en allant à la rencontre de ceux qui l'observent et qui agissent. Suivez-moi. Bonjour Pierre-Marie Hubert. Bonjour Marion. Alors, vous êtes réalisateur de films documentaires depuis de nombreuses années, fondateur de l'association Naturoscope et ardent défenseur de la cause écologique, puisque dans pratiquement tous vos films, il est question de préservation de l'environnement. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je crois. C'est vrai, c'est une passion depuis mon enfance. J'ai eu la chance de vivre souvent en Lozère, qui est un département fantastique pour la nature et les grands espaces. C'est là que j'ai appris cette passion. Et après, j'ai voulu tout simplement essayer de découvrir d'autres territoires. Très nature, des grands espaces. Donc ça a commencé par la Scandinavie, puis progressivement on a poussé un peu plus loin avec des amis, le Groenland, l'Islande, le Canada, etc. Et puis après on a fait doucement d'autres destinations, toujours avec beaucoup de passion et pour sentir la nature, et puis la respecter surtout, et approcher aussi le monde scientifique. C'est un domaine que j'aime particulièrement. Et vous défendez vraiment la cause écologique dans vos films? Oui, et surtout avec l'appui de scientifiques, parce que c'est important les scientifiques, et je pense qu'on ne les écoute pas assez. Et moi, mon bonheur, c'est de rencontrer ces gens compétents, intéressants, et de découvrir, d'apprendre surtout. Je voyage aussi pour apprendre, découvrir, me documenter, comprendre, et réfléchir tout simplement à l'avenir de nos sociétés aussi. D'accord, alors votre film, Les Immortels de Tasmanie, actuellement tourné en France avec documentaire, est une très très belle histoire. Celle de Nicolas Baudin, tout d'abord, le célèbre explorateur et naturaliste, qui part avec son équipage à la découverte de la faune et de la flore en Tasmanie, la Nouvelle-Hollande, comme on l'appelait à l'époque, et celle en parallèle du célèbre botaniste Francis Allais, qui s'inscrit dans ses traces et, en votre compagnie, nous fait découvrir les arbres et plantes endémiques de la région. On regarde la bande-annonce ? Diminuez la marche du navire! Tout le monde sur le pont! Ce fut une expédition de tous les dangers, en direction de l'Australie, engagée en 1800 sur ordre de Bonaparte. Grâce aux nombreux scientifiques embarqués sous les ordres du commandant Nicolas Baudin, on récoltera notamment en Tasmanie une moisson d'espèces jusqu'alors inconnues en Europe et immortalisées par des dessinateurs talentueux. Ce voyage de 4 ans, coûteux en vie humaine, fut un vrai succès scientifique. Près de 220 ans plus tard, le botaniste Francis Allais se décide de marcher dans les pas de l'expédition Baudin avec la même passion scientifique et un talent graphique similaire. Je me sens totalement en fraternité avec ces botanistes explorateurs. Un type comme Jean-Baptiste Le Chéneau de la Tour, je ne le connais pas, il y a 2 siècles qui nous séparent. Mais je suis absolument persuadé qu'on se serait parfaitement bien entendu. On avait les mêmes objectifs et les mêmes méthodes. Donc on aurait fait le même boulot côte à côte. D'ailleurs, ça aurait été très très bien qu'on soit 2. Ça doit être fascinant de partir en expédition avec Francis Allais. Oui, je dois dire que ça a été un moment extrêmement fort, bien sûr. Et c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. J'ai eu la chance, en fait, de connaître Francis quand j'étais jeune. J'étais l'ami de son fils, André,
qui aujourd'hui est un plongeur renommé. Et donc voilà, j'ai côtoyé la famille Hallé souvent et j'ai suivi après le parcours de Francis, notamment dans ses émissions, que ce soit à la télé ou en radio bien sûr. Voilà, et puis on s'est vu donc pour d'autres occasions et j'ai eu l'occasion de lui demander de m'accompagner un jour sur ce terrain fantastique qu'est la Tasmanie, qu'il ne connaissait pas. Et il m'a dit oui tout de suite et voilà, c'était fantastique et en même temps une grosse responsabilité aussi que de partir avec un scientifique aussi renommé pour faire un film et en sachant qu'il faut que voilà, ça tienne la route, je dirais. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment arriver à ce que ce sujet lui convienne aussi, qu'il soit bien à l'aise, etc., et que tout se passe bien. Voilà, ça a été écrit avec passion et ça a été filmé avec autant de passion, bien sûr. Et alors, effectivement, on apprend plein de choses dans votre film. On apprend beaucoup de choses sur l'expédition Baudin, sur le génocide des indigènes et sur la nature. On s'émerveille des qualités de certaines espèces. Je pense notamment à cette plante, la banksia, qui non seulement résiste aux incendies, mais libère ses graines dans le feu. Ou encore la Lomacia tasmanica, qui a donné son nom, entre autres, vous allez me dire, à votre film. Et oui, donc voilà, il y a des plantes qui arrivent à se cloner en fait, qui est quand même assez fantastique, et donc à devenir immortelles. C'est le cas donc de cette plante effectivement, et puis d'autres plantes aussi, mais ce qui nous intéressait effectivement, c'était ce côté d'immortalité. Pour moi, Francis Hallé, bon, lui aussi, il fait partie des immortels parce qu'il a écrit énormément, donc il y a des ouvrages qui sont fantastiques. Et puis d'autres noms aussi sont restés immortels en Tasmanie, je pense bien sûr à Baudin. Et puis à toutes les personnes qui étaient dans l'expédition, comme par exemple Freycinet, qui était le cartographe de l'expédition Baudin, et aujourd'hui on a la péninsule de Freycinet, hein, qui reste sur les cartes actuelles, et d'autres noms encore, je pense aussi à Mauger par exemple, qui était un zoologiste et qui a été enterré malheureusement à l'île Maria. Donc la pointe Mauger a été ainsi nommée par Baudin pour en souvenir de ce naturaliste fantastique qui était Mauger, oui, dans l'expédition Baudin. De sacrés explorateurs. Alors justement, nous avons invité un couple que vous connaissez, je crois, et qui lui aussi fait partie de la catégorie des explorateurs. Nous accueillons avec joie Gilbert Cochet, Béatrice Crémer-Cochet. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Alors, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes cofondateur, président et vice-président de l'association Forêt Sauvage, agrégé de l'université, expert au conseil scientifique du patrimoine naturel régional, cofondateur de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire. Et Gilbert, vous êtes également attaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris et qu'on revisite d'ailleurs dans votre film, Pierre-Marie, et expert au Conseil de l'Europe. Mais surtout, vous êtes deux grands passionnés naturalistes de terrain, puisque vous arpentez depuis plus de 20 ans les réserves de vie sauvage du monde entier, où vous achetez collectivement des espaces autrefois exploités, désormais laissés en libre évolution. Alors nous allons en parler justement de la libre évolution. Vous avez tous les deux écrit un livre que voici. Alors, c'est l'Europe réensauvagée vers un nouveau monde aux éditions Actes Sud. Un livre qui a fait beaucoup de bruit, que je vous invite à découvrir parce qu'il est vraiment formidable. Et qui parle de réensauvagement. Alors, je voudrais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce que l'ensauvagement plutôt, ou rewilding? C'est un peu difficile à prononcer. Rewilding, oui, c'est un mot qui vient d'Amérique du Nord et qui a été traduit littéralement par réensauvagement, et qu'on a éprouvé le besoin de définir effectivement parce qu'il n'existe pas en français. Par contre, ce terme existe dans le dictionnaire anglo-saxon et donc on s'est inspiré de cette définition. Pour le rewilding, le réensauvagement en français, c'est tout simplement protéger un endroit pour lui permettre de retrouver toutes ses fonctionnalités naturelles. Et par exemple, permettre le retour de la faune sauvage qui existait autrefois. Alors on est bien d'accord sur le autrefois, c'est une époque contemporaine avec un climat identique à celui qui existe. Donc il n'est pas question de faire un Jurassic Park ou un Pleistocène Park ou quoi que ce soit, mais bien de faire revenir des espèces qui ont disparu suite à une action anthropique, une destruction par l'homme totale, quoi.
Et ça passe par un laisser-faire de la nature en fait. Alors le terme ultime du réensauvagement, c'est la libre évolution. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux dynamiques du vivant et on n'intervient plus sur ces endroits-là. Il n'est pas question bien sûr de réensauvager toute la France ou toute l'Europe ou la planète entière, mais de réfléchir à la place qu'on redonne aux autres espèces. Edward Wilson, qui nous a quittés il y a peu, qui a beaucoup travaillé, c'est un biologiste de la conservation, qui a beaucoup travaillé sur la 6e extinction de masse. Lui, il pensait que pour pouvoir simplement enrayer cette 6e extinction de masse, dont on parle un petit peu dans votre documentaire, il faudrait redonner 50% de la surface des continents au reste du vivant. En France, actuellement, pour donner une idée, nous avons 1% du territoire qui est en libre évolution. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Mais il y a déjà des choses qui se font. On n'est plus, en tout cas pour certaines grandes espèces iconiques, on n'est plus au plus bas. Il y a déjà le plus bas pour les animaux, c'était le début du XXe siècle, où un certain nombre d'espèces étaient, comme le bison par exemple d'Europe, a failli complètement disparaître. Et il y a eu une prise de conscience, il y a eu des choses qui ont été faites et qui marchent, et c'est un petit peu ce qu'on décrit dans notre livre sur l'Europe réensauvagée. D'accord, ça fait plaisir à entendre du positif, parce que c'est vrai que le constat aujourd'hui est un peu alarmant quand même quand on regarde l'état des superficies préservées finalement. Pierre-Marie, c'est ce que vous constatez également dans vos voyages quand vous réalisez vos documentaires. Dans Les Immortels de Tasmanie, on découvre un Francis Allais inquiet et pessimiste pour les forêts dans le monde. Oui, et puis pas que pour les forêts, pour l'humanité aussi, parce que finalement on est tellement dépendant de la forêt qu'il se pose beaucoup de questions. Francis, il dit « je ne suis pas le seul à m'en poser », mais il dit « je suis très inquiet sur l'avenir de l'humanité ». Bien sûr, comme il dit, c'est exactement sa phrase, on est très fiers de notre gros cerveau, mais ce qu'on fait est totalement stupide, parce qu'on détruit notre environnement. Voilà, c'est exactement mot pour mot ce qu'il a dit, et bien sûr je partage ce point de vue, et c'est vrai que voilà, chaque jour, enfin... Chaque minute, je crois que c'est la superficie d'un terrain de foot qui disparaît sur les forêts du monde. Chaque année, c'est la superficie de la Belgique. Enfin, c'est atroce quand même. C'est un grignotage et une disparition d'un élément tellement essentiel. Justement, des forêts primaires. Les forêts primaires, ce sont des forêts qui ne sont pas exploitées par l'homme ou qui ne l'ont pas été depuis suffisamment longtemps pour que la faune et la flore se régénèrent. C'est bien ça ? C'est une bonne définition. Ça va, oui. J'ai bien appris. Combien reste-t-il de forêts primaires en Europe et dans le monde? Alors c'est difficile à quantifier précisément parce qu'on a des vraies forêts primaires, donc les forêts équatoriales, tropicales, donc il en reste des millions d'hectares. Mais par exemple, en Europe, on a beaucoup moins de ces forêts primaires. Et en France, où un inventaire a été fait le plus précis possible, notamment dans les Pyrénées, une montagne sauvage, on arrive à 9000 hectares de forêts quasi primaires, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une définition avec un curseur, parce qu'on a des forêts qui sont véritablement primaires, et puis d'autres, au contraire, qui sont sur la voie du retour vers une forêt primaire. Une forêt qu'on a oubliée, elle redeviendra primaire, donc dès lors qu'elle pousse d'elle-même. Donc on peut être actif, on peut être proactif en se disant « je fais rien ». C'est un paradoxe. Effectivement. Et alors, j'allais vous poser la question, comment on réensauvage un territoire? Est-ce que vous avez des exemples de réensauvagement réussi, du coup? Oui, bien sûr. L'idéal, c'est de laisser faire. C'est-à-dire de prendre le temps d'attendre le retour spontané des espèces qui ont disparu en protégeant l'endroit. C'est un petit peu l'idée qu'on a aussi avec la forêt, la fameuse forêt primaire que Francis Allais voudrait recréer. C'est au maximum laisser faire. Mais parfois, il faut donner un petit coup de pouce. Notamment quand je parlais du bison d'Europe tout à l'heure, c'est une espèce qui avait complètement disparu à l'état sauvage au début du XXe siècle
Il n'existait plus que quelques individus dispersés dans des eaux. Et donc, pour les faire revenir à l'état sauvage, il a fallu qu'on intervienne et qu'on le réintroduise. Ce qui a été fait avec beaucoup de succès. D'abord dans la forêt de Bielowieza, qui est à cheval sur la Pologne et la Biélorussie, et qui est un des derniers lambeaux de forêt primaire européenne, justement. Donc, c'était très symbolique. Et puis ensuite, il y a eu des réintroductions dans les Carpates, en Allemagne, dans un endroit où il y a 600 habitants au kilomètre carré. Donc ça montre que la cohabitation même avec la grosse bête est possible. Alors maintenant, on l'attend en France. Les Suisses sont dans les starting blocks, ils sont en train de travailler à sa réintroduction dans le Jura. Et en France, on a 2 populations, une au-dessus de Grasse, donc sur les Préalpes, la Côte d'Azur, et puis une dans le Massif central, vers Sainte-Eulalie, mais ce sont des populations captives. Et pour l'instant, on ne peut pas enlever les barrières parce qu'il y aurait la place dans la nature pour ces bisons d'Europe, mais il n'y a pas encore la place dans la tête des gens. Et c'est maintenant sur le psychisme des individus qu'il va falloir travailler pour que ce retour du bison européen soit possible en France. D'accord. Et quels seraient puisqu'on parle de l'humain, donc on est en plein dans la réconciliation entre l'homme et la nature, là, effectivement. Ça serait peut-être lui faire comprendre les bénéfices qu'il pourrait retirer de l'ensauvagement. Absolument. Et en dehors de tout ce qu'on appelle les services écosystémiques, mais là encore une fois, c'est quelque chose qu'on ramène toujours à nous, il y a aussi le bénéfice de la proximité avec la faune sauvage. Et là, c'est assez amusant parce que c'est justement en Australie et entre autres en Tasmanie que j'ai découvert que cette proximité avec la faune sauvage pouvait exister. On l'a totalement perdue en France, ou on l'avait en tout cas totalement perdue. On commence à la retrouver un petit peu avec des espèces comme le bouquetin qui ont été réintroduites et qui ne sont pas chassés, et donc qui ont perdu, enfin ces individus réintroduits n'ont pas ou ont perdu la peur de l'homme. Et quand vous vous promenez dans les montagnes des Alpes et que vous vous trouvez à la distance où vous êtes, face à un bouquetin qui n'a pas peur de vous, qui vous regarde et qui continue à vaquer à ses occupations, c'est un bonheur immense et vous revenez infiniment plus heureux que si vous avez simplement vu un beau paysage de carte postale vide. Il y a des bénéfices également plus généraux encore pour l'homme en général, je crois. Quand on parle de réensauvagement, il y a un bénéfice pour l'humanité aussi, je crois. Oui, parce que, prenons le cas d'une rivière. Une rivière avec un barrage, c'est de l'eau qui stagne, qui n'est pas oxygénée, qui perdra beaucoup de qualité. On enlève le barrage, ça se remet à vivre. C'est Onésime Reclus disait « la fluidité, véritable noblesse des rivières ». Et les rivières sont faites pour courir. Et à ce moment-là, on a de l'eau de qualité, de l'eau propre. Et l'homme va en bénéficier, la rivière aussi. Mais donc on va pouvoir être gagnant sur ce cas-là. Même chose avec les forêts, ça c'est évident. Dans nos montagnes, les forêts de pente préservent donc les milieux naturels contre l'érosion. Et voilà, donc on a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est... Et il y a peut-être un petit sujet qu'on peut repréciser. En Ardèche, il existe la grotte Chauvet. Donc j'ai eu le privilège de visiter la grotte Chauvet. Et quand on est dans cette situation, au milieu d'un bestiaire extraordinaire, on se dit, on voit des détails. Donc l'homme de Cro-Magnon, il n'avait pas de jumelles, il n'avait pas de téléobjectif. Il était proche. Donc il était proche. Et finalement, le psychisme humain s'est construit avec cette présence autour de nous d'un bestiaire. Et maintenant qu'on a des territoires qui sont un peu vidés, enfin, ils l'ont été pire qu'actuellement, mais vidés de faune, c'est un peu triste. Et aujourd'hui, ça revient, soit spontanément, soit par des réintroductions. Et ce sont des actions, chaque fois qu'on rencontre un naturaliste qui travaille sur un sujet, ce sont des gens heureux, parce qu'ils font du bien à la nature. C'est des petits coups de pouce pour qu'elle puisse revenir et reprendre sa place. Et la France, selon vous, oui, Pierre-Marie? Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, juste, ça m'intéresse énormément, j'aime bien l'archéologie aussi, donc la grotte Chauvet, c'est un endroit effectivement extraordinaire, j'ai pas eu la chance de la visiter, mais la grotte Chauvet, c'est 40 000 ans, on est d'accord? Oui, hein, 35 000, oui. 35.
Nos déchets nucléaires, c'est 100 000 ans. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dirait si les hommes qui ont fait ce bestiaire extraordinaire, ces peintures magnifiques à Chauvet, avaient laissé des déchets qu'il nous faudrait gérer aujourd'hui, des déchets extrêmement nocifs, extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'on dirait de ces hommes-là? Donc, est-ce qu'on arrive à s'imaginer, dans 100 000 ans, gérer nos déchets? Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Personne s'en soucie. On est devenu des générations extrêmement égocentriques, qui saccageons en plus l'environnement, sans souci pour les générations futures. Parce que ces déchets radioactifs, il va falloir les gérer. Donc voilà, nous sommes dans une espèce de course en avant, de folie destructrice. C'est quand même extrêmement inquiétant. Et moi, je me réfère toujours à l'époque Chauvet, c'est 35 000 ans. Voilà, pour moi, c'est un marqueur. Et je trouve qu'on devrait aussi un peu y penser. Vous voulez rebondir là-dessus, Gilbert et Béatrice? Oui, on a eu des contacts, une rencontre dans le Diois avec les Indiens Kogi, de Colombie. Ils vivent dans la Sierra Nevada de Santa Marta, donc au nord-ouest de la Colombie. Voilà. Et donc, ils nous ont dit à un moment donné, quand on était en sortie, mais on ne voit pas de faune chez vous. Et donc, cette pauvreté les a marqués. Et les peuples premiers, ben, ils avaient besoin de ce bestiaire. Et nous, dans la suite, on a toujours besoin de ce bestiaire autour de nous. C'est vraiment indispensable. La France, selon vous, a un bon potentiel. Vous me disiez... Absolument. Quand je suis revenue d'Australie, justement, l'Australie, c'est la taille d'un continent, donc on a des écosystèmes extrêmement variés parce que différentes zones climatiques, ça va des tropiques jusqu'à... Allez, si on va le subpolaire, si on prend les îles Macquarie, par exemple. Mais en France, on a un territoire beaucoup plus petit, mais d'une extrême variété aussi par rapport à d'autres pays européens. Imaginez-vous, on a le climat méditerranéen, le climat atlantique, une influence continentale dans le nord-est. On a, depuis le niveau de la mer jusqu'au plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc. Et donc, ça fait une variété d'écosystèmes absolument incroyable, une richesse potentielle en faune et en flore qui est fantastique. Et ce qui est très intéressant, c'est que protéger un endroit, c'est pas le rendre vide et c'est pas l'anéantir économiquement. Et à ce titre-là, le parc national suisse, c'est un exemple remarquable. La Suisse, ça fait son seul et unique parc national. Ils l'ont créé en 1914, les Suisses. Et c'est très intéressant parce que c'est le premier endroit en Europe et même probablement au monde où on a laissé un terrain volontairement en libre évolution. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de pâturage d'animaux domestiques, plus de coupe de bois, on laisse le bois mort sur place, on ne chasse plus, ce qui est aussi difficile pour les Suisses que pour les Français. Et ça fait maintenant plus d'un siècle qu'on voit ce terrain en libre évolution. Donc on s'est rendu compte qu'écologiquement, il n'y a pas eu de catastrophe. Il y a même eu un certain nombre d'idées qui ont été battues en brèche, comme le fait qu'un milieu ouvert va se fermer automatiquement quand on n'intervient plus. Et ben là, si vous allez dans le parc national suisse, nous on y est allé en 2019, il y a toujours des milieux ouverts. Mais surtout, on a rencontré le directeur de ce parc national qui nous a dit que chaque année, la présence de ce parc rapportait aux 4 communes qui sont propriétaires du foncier 20 millions d'euros donc par an. Alors on s'est amusé à faire un petit calcul, ça veut dire qu'un hectare de ce parc national qui fait 17 300 hectares rapporte aux habitants, aux locaux, plus de 1 000 euros chaque année. Alors que si on avait pris 1 hectare de forêt, qu'on avait fait une coupe rase, qu'on l'avait exploité, compte tenu du fait que c'est un terrain en pente, etc., donc coûteux à exploiter, ça rapporterait à peu près 900 euros l'hectare, une fois par siècle. Donc même sur le plan économique, protéger un endroit, le laisser en libre évolution, ça peut générer une activité économique extrêmement rentable. Effectivement, c'est un espoir parce que c'est un argument de poids chez les hommes, l'argument économique. Et ça serait un espoir pour cette réconciliation entre l'homme et la nature. On constate, comme vous le disiez, à la lumière de vos propos, que la situation commence à s'améliorer, qu'il y a des choses positives qui arrivent en France, la réapparition de certaines espèces.
Donc la nature serait résiliente? Oui, et on a des exemples. Donc, en France, la région Rhône-Alpes, c'était irrévable il y a une cinquantaine d'années de ce que l'on vit aujourd'hui. 4 espèces de vautours qui sont revenus, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le vautour fauve, le vautour moine, la grande aigrette, la spatule blanche, l'ibis falcinelle, enfin, des tas d'espèces. Il fallait, lorsque j'étais jeune naturaliste, il fallait partir à l'étranger, en Espagne, pour voir des vautours fauves. Il fallait aller aux Pays-Bas, à Texel, pour voir les spatules blanches. Il fallait aller sur le lac Balaton, en Hongrie, Autriche, pour voir la grande aigrette. Et tout cela, aujourd'hui, c'est chez nous. On n'a plus à dépenser du carburant pour voir de belles scènes. Elles se sont installées chez nous. Donc il faut continuer sur cette voie, parce qu'il y a encore de la marge, il y a encore de la place pour la faune sauvage. Et le plus bel exemple qu'on pourrait citer, c'est actuellement, il y a des gens qui dépensent des fortunes pour aller voir des ours bruns capturer des saumons. Alors, il faut aller en Alaska, il faut aller au Kamtchatka, donc vraiment très loin de la France. Ben, nous avons des ours bruns dans les Pyrénées et la population se porte bien. Alors, il y a quelques petits problèmes de cohabitation, mais peut-être que là aussi, il faudrait changer à l'intérieur de la tête des gens la façon d'appréhender les choses. Nous avons, grâce à la suppression de certains, ou à l'équipement de certains barrages, le saumon qui remonte la Garonne. Donc, un jour, peut-être, on pourra voir l'ours brun pêcher le saumon chez nous, dans les Pyrénées. Ce serait magnifique. Pour le loup, c'est plus compliqué, mais bon. Oui, mais en même temps, le loup, quand on regarde la carte des Alpes françaises, donc 35 000 km², et on a pratiquement 130 meutes de loup. Et une meute de loup, c'est 300 km², 30 000 hectares. Donc, quand on divise 35 000 km² par 300, ça fait à peu près 110. Donc, il y a la place pour 110 meutes. Et on en a presque bientôt 130. Donc, ça veut dire que toutes les Alpes sont remplies, et bien remplies, puisque les territoires des meutes se touchent sur la carte. Et au niveau européen, en 2019, le loup s'est reproduit dans tous les pays européens, à l'exception des îles britanniques, parce qu'il ne sait pas encore prendre le ferry. Mais il s'est reproduit partout. Donc ça y est, la cohabitation, alors ça frictionne bien entendu avec les bergers, mais ça va de mieux en mieux. Nous on connaît bien le cas du Vercors, et bon, maintenant c'est acté, le loup est là, il faut faire avec, donc on essaie de trouver des solutions, et on en trouve, Il y a quand même des tirs administratifs qui sont autorisés. Oui, qui sont... Ça, c'est plus politique qu'une nécessité pour le réguler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on pousse la réflexion jusqu'au bout, la restauration d'espaces et d'espèces aussi sauvages en libre évolution est extrêmement important, parce que le loup, s'il n'a pas suffisamment d'espace avec des proies en quantité suffisante sauvages, forcément, c'est comme vous, c'est comme moi, il faut qu'il mange, donc il va se rabattre sur le domestique. Donc quelque part, la recréation de grands espaces dévolus à la nature, alors ce n'est pas des espaces mis sous cloche, on pourrait y aller, mais pas en exploitant, mais en contemplatif, quelque part ça peut aussi limiter ou réduire les conflits liés à la présence de certains animaux sauvages, et notamment les grands prédateurs. Ce sera le mot de la fin. Merci Béatrice, merci Gilbert, merci Pierre-Marie. Alors, vous pourrez tout savoir sur l'Europe réensauvagée vers un nouveau monde avec le livre de Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, apparu aux Actes Sud, et revoir le magnifique film de Pierre-Marie Hubert, Les Immortels de Tasmanie, en circuit avec documentaire en France. Quant à nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission des commentaires de Marion. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt pour de nouvelles aventures documentaires.